Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle petite pastille des commissaires de course. Aujourd'hui, on va se focaliser déjà sur la première étape du Tour de France 2024. Vous le savez, le Tour de France cette année débute le samedi 29 juin de la ville de Florence qui se situe en Italie et dans la région de la Toscane. Là, cette première étape va être très intéressante à suivre. On sera très loin du scénario parfois soporifique des premières étapes de la grande boucle où on a un traditionnel sprint massif, même si c'est de moins en moins vrai quand même ces dernières années, faut le préciser. Mais en tout cas, voilà, en 2024, on aura une vraie belle étape, une étape qui en plus s'annonce plus ou moins indécise, je trouve, sur le papier. Avant de se pencher un petit peu plus en avant sur le profil, je vais vous donner les différentes informations utiles qui vous permettront de suivre au mieux tout simplement ce Tour de France et cette première étape. Donc on aura, vous le savez, une diffusion sur France Télévisions et sur les antennes d'Eurosport en direct et en intégralité. Donc ça c'est la bonne nouvelle, même si c'est le cas depuis quelques années. Du côté de Vélo Club, vous pourrez suivre les résultats, les réactions, toutes les infos utiles, les présentations, etc. sur notre site. Et en complément, comme c'est le cas là aussi depuis déjà quelques années, tous les soirs pendant le Tour de France jusqu'à 18h, on sera en direct sur notre chaîne Twitch. Donc ne manquez pas le rendez-vous de 18h tous les soirs pour débriefer les étapes du Tour de France. Bref, rentrons, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet et sur cette première étape du Tour de France. Déjà, les informations horaires, départ assez tôt, entre guillemets, départ dès midi, parce que l'étape fait plus de 200 km, avec une arrivée aux alentours de 17h34. Alors, bien entendu, c'est une arrivée prévisionnelle, hein, ça dépend de la moyenne des coureurs tout au long de ces 206 km de course. Donc, je l'ai évoqué, départ de la cité de Florence, arrivée à Rimini, sur la côte de la mer Adriatique. Et quand on se penche un petit peu sur le profil de l'étape, si je vous le mets un petit peu là comme ça en version sans tous les pop-up qui pointent à droite et à gauche de l'écran, on a donc ces 206 km et on a pas moins quand même de 7 ascensions au programme. Alors c'est pas insurmontable. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une étape qui s'annonce assez indécise? Parce que ces difficultés sont plutôt bien placées, je trouve, tout au long du parcours. En tout cas, en ce qui concerne une première étape, on n'a pas voulu trop corser les choses. On aura la plus longue ascension du jour, même les deux plus longues ascensions du jour qui sont situées en première partie de course. Et je ne pense pas qu'elles créeront une quelconque décision au sein du peloton, parce que certes, elles sont longues. On est sur 12,5 km pour le col des Valico Trefaghi et on est sur 10,5 bornes sur la côte de Carnaio. Mais vous le voyez à l'écran, les pourcentages sont de 5,1 et de 4,6%. Donc rien d'insurmontable pour un peloton et pour des coureurs du World Tour. Le premier enjeu, par contre, de cette première partie de course, ça va être la constitution de l'échappée. Je vous l'ai déjà dit, sur une étape de plat traditionnelle du Tour de France, on a deux, trois coureurs qui peuvent être intéressés par la gagne. Mais là, je pense qu'il y aura déjà une très très belle bagarre pour aller prendre l'échappée. Pour une raison déjà assez simple, c'est que le profil s'y prête. Moi, je serais très surpris que ça sorte avant Sangodenzo. Sangodenzo au kilomètre 38,9. C'est le pied de la montée du col de Valico Trefaghi. Et à mon avis, la décision se fera dans cette ascension et on aura beaucoup de candidats aussi parce qu'il y a pas mal de points pour le classement de la montagne. Je l'ai dit, il y a cette ascension qui sont au programme. Donc celui qui sera maillot à pois au terme de cette première étape pourrait bien conserver cette tunique peut-être sur l'ensemble de la première semaine de course. Donc il y a un vrai enjeu par rapport à ça. Je pense pas qu'on se dise qu'on va jouer la victoire d'étape, mais malgré tout, il y aura peut-être quand même un petit espoir. Enfin, il y a toujours un petit espoir de toute façon pour les échapper, sinon ils restent très bien au chaud au sein du peloton. Mais oui, je serais pas surpris qu'il y ait un groupe quand même assez conséquent. Après, ça serait étonnant de voir Jumbo, pardon, Visma et UAE Team Emirates ne pas contrôler la course et laisser partir 20 ou 30 coureurs, comme on peut le voir parfois sur certaines étapes de montagne en troisième semaine de course. Là, on va vouloir certainement contrôler du côté des formations des candidats à la victoire ou au podium et peut-être aller entre 8 et 10 coureurs à l'avant maximum. Je pense que ça sera la tolérance max, le seuil max
qu'on donnera aux échappés du côté de la UAE Team Emirates. Et pourquoi est-ce que je me focalise plus sur la UAE Team Emirates que sur la Visma Lease a Bike? C'est parce qu'à mon avis, il y a une équipe qui clairement a intérêt à secouer le cocotier dès cette première étape, c'est la formation de Tadej Pogacar. Tadej Pogacar, il annonce depuis quelques jours qu'il est dans une très grande forme, qu'il est même étonné de sortir aussi bien du Tour d'Italie. Bon, très bien pour lui, mais je suis pas sûr que ce soit le cas de Jonas Vingegaard. Je rappelle que Jonas Vingegaard, il n'a pas couru depuis le début du mois d'avril et le Tour du Pays Basque. Il a été victime d'une grosse chute au Pays Basque et une petite incertitude sur sa forme. Si Visma, pardon, décidément je vais y arriver, le met au départ de la grande boucle, c'est qu'ils doivent avoir quelques certitudes quand même par rapport à sa condition. Mais j'ai une interrogation personnellement, c'est la suivante. Est-ce que Jonas Vingegaard aura besoin de quelques jours pour reprendre le rythme de la compétition, pour se retrouver des sensations, etc., etc. Et pour moi, l'une des clés, peut-être même la clé principale de ce Tour de France, ça sera les premières étapes, parce qu'on a un premier week-end, même un petit peu plus si on inclut la journée de lundi, qui s'annonce quand même assez compliqué sur le papier. Et personnellement, si j'étais Tadej Pogacar, sachant cette incertitude autour de la forme et de la condition de Vingegaard, je foutrais le bordel, si je peux, bien entendu, physiquement, dès la première étape, et j'essaierai d'enchaîner comme ça pour mettre une pression énorme sur Vingegaard et sur les Visma. Donc c'est probablement ce qui va se passer, en tout cas c'est le scénario que je privilégie. Je pense qu'on va monter au train gentiment les 3 premières ascensions, et que le premier point clé de cette étape, pour les favoris en tout cas, ça sera ce kilomètre 129.3. Mercato Saraceno et le pied de la côte pardon, de Barboto. C'est quand même 5,8 km à 7,6%. Donc je ne dis pas qu'il y aura des attaques dans cette ascension, loin de là. Mais le pourcentage fait qu'on peut déjà faire un train très fort et qu'on peut déjà fatiguer et larguer un paquet de coureurs. Surtout que derrière, ça ne redescend pas tout de suite. Il y a un replat et puis ensuite il y a une courte petite bosse avant d'entamer la descente. Il y a une descente qui est très courte. On va enchaîner avec la côte de San Léo. C'est pareil, c'est 4,6 km, mais on est à 7,7%. Donc là encore une fois, du pourcentage pour aller faire mal à ses adversaires. Une courte descente, pas un mètre de plat derrière quasiment. Et on retrouve la côte de Montemaggio, 4,2 km, pardon, un petit peu moins de pourcentage, 6,6, mais ça a continué à user les organismes. Et je pense qu'on va monter un train d'enfer ces 3 ascensions-là, pour arriver au pied de la côte de San Marino avec un minimum de coureurs dans le peloton, peut-être maximum 10, 15, 20 coureurs au pied de cette bosse qui a moins de pourcentage, mais où Tadej Pogacar devrait attaquer, parce que tout l'enjeu pour UAE Team Emirates, à mon avis, il est là. C'est réduire le peloton au maximum pour que Pogacar puisse attaquer assez sereinement, parce que si au pied de San Marino on se retrouve à 100 coureurs, Pogacar, il peut toujours attaquer, mais derrière, il y a quand même pas moins de 26 km jusqu'à l'arrivée. Donc certes, il y a la descente, mais tenir face à un peloton organisé d'une centaine de coureurs qui se regrouperaient donc au sommet de la difficulté, ça paraît complexe. Donc c'est aussi pour ça, en plus du fait de pouvoir tester Jonas Vingegaard, de pouvoir tester les adversaires, et qu'il va falloir faire un écrémage pour éviter tout retour du peloton. Et puis pourquoi pas aussi éliminer les équipiers de ses adversaires. Donc ça va être intéressant à suivre. C'est une étape qui, je le dis, est indécise sur le papier. Ça s'annonce assez passionnant, certes, quand j'en parle comme ça, mais souvenez-vous qu'on est sur le Tour de France, que sur le Tour de France, les enjeux sont 1000 fois supérieurs à ceux des autres courses, et qu'on pourrait choisir de jouer la carte de la prudence avec cette fameuse formule, le Tour est encore long. Et le pire des scénarios, pour moi, en tout cas en termes de spectacle, ça serait de se retrouver avec un rythme plutôt modéré donc sur les ascensions qui précèdent la côte de San Marino. Un peloton, comme je disais, de 80 ou de 100 coureurs, peut-être une ou deux attaques, et derrière ça roule et on se retrouve avec un sprint à 60 à Rimini. Et c'est aussi malheureusement une possibilité, même si ça m'étonnerait quand même, parce que je vous l'ai expliqué, il y a cet enjeu pour Pogacar d'essayer de déjà faire mal à Jonas Vingegaard. Et il y a un aspect psychologique aussi. Pogacar, ça fait 2 fois qu'il se fait battre par le Danois. Donc il doit se dire que s'il peut essayer d'inverser la tendance,
faut enfoncer le clou au maximum. Et imaginez que Pogacar lâche Vingegaard samedi sur la côte de San Marino, ou imaginez même que pour Vingegaard la mise en route soit compliquée et qu'on se retrouve lâché dans la côte de San Leo ou dans une des ascensions qui précède la dernière difficulté. Là, on va rouler très très fort et on cherchera à le mettre le plus loin possible, parce que peut-être que sur 3 semaines, Vingegaard est le plus fort. Peut-être qu'il y a une incertitude là par rapport à sa condition. Mais si jamais il est à 100% et que du côté de Pogacar, on ne le repousse pas très loin à la fin de la première semaine, il va falloir résister ensuite en montagne quand il va commencer à monter en pression et en intensité. Donc voilà un petit peu pourquoi je pense que ça va quand même être un petit feu d'artifice. Et la UAE Team Emirates, en plus, c'est un collectif assez monstrueux, je le rappelle. On retrouve Juan Ayuso, on retrouve Joao Almeida, on retrouve Adam Yates, on retrouve Pavel Sivakov. Donc ça fait quand même des équipiers très très solides autour de Pogacar. Et ouais, vu la composition de la UAE, ça serait quand même très très étonnant de ne pas voir un gros festival sur cette première étape. Et si j'avais un petit prono à donner, je miserais donc sur une victoire de Tadej Pogacar dès cette première étape du Tour de France et un maillot jaune forcément qui va avec. J'espère que cette pastille vous a plu. N'hésitez pas à faire part de vos commentaires et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!